Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons plus précisément sur l'investissement en SCPI dans le contexte économique actuel, mais surtout dans le contexte de coût du financement actuel avec les hausses des taux que l'on peut voir pratiqués par les banques et les questionnements qu'il peut y avoir aujourd'hui d'un certain nombre d'épargnants ou d'investisseurs. Nous nous demanderons donc comment bien analyser sa SCPI avec Guillaume Arnaud, président du directoire de Sofidy. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reviendra sur la réforme du courtage entrée en vigueur le 1er avril 2022, mais actuellement bloquée suite à un recours déposé par l'ANDCGP, l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, qui a saisi le Conseil d'État en juin dernier sur le sujet. Le Conseil d'État qui depuis a saisi le Conseil constitutionnel, soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. Et l'audience publique qui devrait permettre au Conseil constitutionnel de statuer se tiendra demain. Philippe Loiselet, président de l'ANCDGP, sera donc sur le plateau de Smart Patrimoine dans un instant pour nous expliquer pourquoi l'ANCDGP a saisi le Conseil d'État et nous détailler ses arguments en plateau. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine avec un focus aujourd'hui, une fois encore, sur les SCPI dans le contexte économique et financier actuel. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Arnaud, président du directoire de Sofidy. Bonjour Guillaume Arnaud. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors j'évoquais en introduction le contexte économique et financier. C'est vrai qu'il n'aura échappé à personne les hausses de taux pratiquées par les banques en matière de crédit immobilier. Des hausses de taux qui sont elles-mêmes j'ai envie de dire, amenées par un contexte de financement global plus complexe avec des hausses de taux d'intérêt, des obligations d'État notamment qui augmentent, avec une BCE qui augmente elle-même ses taux. Ça pose un certain nombre de questions quand on revient sur l'investisseur particulier, sur l'environnement économique en matière d'investissement immobilier et donc en matière de SCPI. Avant de rentrer sur la façon dont on peut aborder cet investissement, qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs sur l'environnement économique actuel? Est-ce qu'il est si angoissant que ça pour l'investissement en SCPI? Alors, oui, effectivement, quand les taux montent, on voit bien que il devient plus compliqué de financer ces acquisitions immobilières. Et donc, c'est le cas pour les particuliers, mais évidemment, c'est aussi le cas pour les professionnels. Alors, pour en revenir un petit peu à ce qui se passe depuis 6 mois, en fait. La hausse des taux, la BCE ne fait pas ça juste parce que ça lui fait plaisir. Bien sûr, oui, c'est une nécessité. Voilà, c'est pour juguler l'inflation et pour essayer de ralentir un petit peu l'économie qui s'était emballée à la sortie de la crise Covid, avec en plus la crise énergétique qui vient se rajouter au-dessus et qui donc en plus a importé aussi une cote-part d'inflation qui fait qu'il y a une inflation aujourd'hui importante. Et donc, qui dit inflation importante dit hausse des taux pour essayer de ralentir l'économie, pour faire baisser cette inflation. C'est le mandat de la BCE. Donc en fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'inflation et le sujet des taux d'intérêt. Et donc je pense qu'il faut d'abord regarder quel est l'impact de l'inflation sur son patrimoine, plutôt le patrimoine immobilier, et puis après regarder l'impact de la hausse des taux. D'accord. Donc si je commence par l'inflation, on s'aperçoit que finalement, le monde immobilier, en tout cas ce qu'achètent les SCPI, sont principalement de l'immobilier tertiaire, que ce soit du commerce ou des bureaux. Finalement, c'est pas si mal l'inflation pour un certain type d'immobilier que je vais vous décrire. Les SCPI, ça achète des bureaux, des commerces. L'idée, c'est de récupérer des loyers et après les frais de gestion, de reverser ces loyers. Bien sûr. Il faut savoir que la quasi-totalité de ces loyers sont indexés avec des indices qui ont des noms un petit peu spécifiques. Il y a l'ILC pour le commerce et l'ILAT pour les activités tertiaires. Et donc, les loyers sont indexés à des proxys, je dirais, pour faire simple, de l'inflation. D'accord, donc ça suit plus ou moins l'inflation, exactement. C'est ça? Donc la bonne nouvelle, c'est que quand vous achetez une obligation à taux fixe 2% à 10 ans, tous les ans, vous avez 2%. Quand vous achetez une part de SCPI, eh bien, les loyers sont indexés et donc petit à petit, les loyers vont monter. Et donc normalement, vous pourriez vous attendre à une hausse
relativement corrélé à l'inflation du rendement de votre SCPI. Tant que le locataire peut payer un loyer du coup plus élevé mois après mois. Exactement. Alors, tant qu'il est sous bail, il va le faire. Ouais. Sinon, c'est un bris de contrat. En revanche, la vraie bonne question, c'est qu'est-ce qui se passe en fin de contrat? Parce que le locataire peut dire, écoutez, soit je pars, soit j'aimerais bien que vous me rebaissiez l'ensemble de ces hausses que vous m'avez passées pendant 9 ans. Bien sûr. Et on parle d'un ILC aujourd'hui autour de un peu plus de 4% annuel, donc 4% pendant 9 ans, ça fait en gros une hausse de votre loyer d'un peu plus de 40%. Donc effectivement, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe en fin de loyer? Et c'est là où vous apercevez que, on vous dit toujours l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ce qu'il faut, c'est si vous avez de l'immobilier qui est capable d'avoir ce pricing power, comme les actions, qui est capable de transmettre la hausse de l'immobilier, la hausse des loyers, eh bien oui, ça fonctionne. Alors, quel type d'immobilier fonctionne comme ça? Si vous achetez, par exemple, je prends l'exemple de la rue des Francs-Bourgeois, par exemple. Vous avez un nombre de boutiques à Paris. des Francs-Bourgeois. À Paris, oui. exactement. Voilà. Prenons l'exemple d'une rue connue dans Paris, très commerçante. Mettons qu'il y ait une cinquantaine d'emplacements où vous avez un immobilier de grande qualité, où beaucoup de marques de luxe souhaitent s'installer. Eh bien, les marques de luxe, comme vous le savez, elles ont cette capacité à transmettre l'inflation, puisque quand vous voulez acheter un sac à main d'une grande marque, eh bien, quelle que soit la matière première, si elle augmente, eh bien, le prix du sac augmentera et vous l'achèterez au bon prix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut louer à des entreprises qui vendent cher, c'est ça? Ou en tout cas qui ont des marges élevées? Exactement. Alors il y a à la fois, il faut louer à des entreprises qui ont cette capacité de transmettre l'inflation. Donc qui ont elles-mêmes des clients qui peuvent acheter plus cher. Exactement, qui ont des marges élevées. Et donc c'est souvent un immobilier qui est bien placé. D'où l'importance d'avoir des emplacements où, eh bien, effectivement, une grande marque peut vous dire j'en veux 3 dans cette rue, eh bien, elle paiera le prix qu'il faut pour les avoir, ces boutiques. D'accord. Donc c'est ça qui est important. Et donc c'est pour ça que l'immobilier, parce que vous avez un nombre fini de boutiques dans certaines rues, eh bien, peuvent transmettre cette inflation. Donc c'est pour ça que cette classe d'actifs, alors on n'est pas totalement immune à cette inflation, mais c'est plutôt un endroit où vous allez pouvoir un peu profiter de cette chose. Alors ça c'est pour le sujet inflation. Exactement. Et il y a l'autre sujet, c'est celui coût du financement. Donc là, c'est voilà. Comment est-ce que l'opérateur de ma SCPI, par exemple, va pouvoir continuer à faire des acquisitions et comment est-ce que moi, je vais pouvoir investir en immobilier si jamais ça me coûte plus cher potentiellement de passer par un crédit pour investir en immobilier. Voilà. Alors, on va essayer de regarder les 2 points. Donc après, il faut regarder exactement plutôt l'entièreté du marché immobilier. En fait, qui achète de l'immobilier? Effectivement, les acteurs de la pierre-papier, ça représente aujourd'hui environ près de 130 milliards d'euros quand même en France, donc c'est quand même un acteur important. Vous avez aussi des marchands de biens, vous avez des gros institutionnels, des assureurs, vous avez évidemment des particuliers. Et donc, tous ces gens j'ai envie de dire, utilisent le crédit de manière très différente. Les institutionnels, les assureurs, ils n'ont pas besoin de crédit, ils sont là pour déployer leur argent et vous assurer un rendement sur l'actif général, et donc ils achètent sans crédit. Donc que les taux montent ou pas, ils vont avoir d'autres sujets sur leur portefeuille obligataire. D'accord, je comprends. Mais sur l'immobilier, c'est pas un sujet. Sur la plupart des SCPI gérés en père de famille avec peu de levier, ce qui est le cas chez nous, chez Sofidy, notre levier, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est de l'ordre de entre 13 et 19%. Selon dans nos principales SCPI qui s'appellent Immorente et FIMO. Donc vous voyez 13 ou 19%, c'est absolument pas un sujet. Ce sont principalement des dettes en plus à taux fixe, des dettes amortissables. Et donc, pour nous, en fait, parfois on s'endettait parce qu'il y avait cette chance de pouvoir avoir... Parce que l'argent coûtait pas cher. L'argent coûtait pas cher, mais aujourd'hui, s'il coûte plus cher, on va acheter cash l'immobilier. Et quand vous dites entre 13 et 19%, c'est la norme du marché ou là c'est spécifique à chaque SCPI, pour le coup, à chaque opérateur de SCPI? C'est plutôt assez faible et on peut avoir des opérateurs qui montent jusqu'à quasiment 40%. Voilà, ce qui est plus... voilà. Donc, on va bientôt arriver du coup sur cette question de comment bien analyser sa SCPI. J'imagine que ça va rentrer en compte. Ça fait partie des sujets, on y reviendra. Donc j'ai envie de dire, pour nous, acteurs de la pierre-papier qui n'ont pas trop de levier, ou les institutionnels, c'est pas un sujet. Ça l'est plus, par exemple, pour d'autres mains, comme les marchands de biens ou comme certains particuliers qui s'endettent beaucoup. Et là, effectivement, ces acteurs vont disparaître, ou en tout cas vont moins acheter. Et donc ça peut donner une pression un peu baissière sur les marchés immobiliers. Mais je veux quand même rassurer les gens, les gros acteurs sont là et les gros acteurs achètent de l'immobilier sans levier.
Guillaume Arnaud, si on se place du point de vue de l'épargnant et que on veut aujourd'hui investir en SCPI, ou alors on est déjà investi en SCPI et on se demande un petit peu ce qu'il faut regarder. Parce que moi, par exemple, j'ai noté que les taux de distribution sont toujours sur les 6 premiers mois de l'année, selon les chiffres publiés par l'ASPIM et l'IEIF, sont globalement conformes aux attentes et plutôt élogieux pour les SCPI. Est-ce qu'il faut regarder que ça quand on veut investir en SCPI dans un contexte un peu plus incertain en matière économique? Je suis très content que vous me posiez la question parce qu'effectivement, ce qui est assez frappant dans le monde des SCPI, c'est que tout le monde ne regarde qu'une chose, c'est effectivement le taux de distribution. Mais c'est un peu comme si, quand vous achetiez des actions en bourse, la seule chose que vous regardiez, c'est le dividende. Le dividende, d'accord. C'est une information, mais c'est très parcellaire. Et donc, et c'est d'autant plus vrai en temps un peu stressé en ce moment, c'est bien de regarder ce que vous allez toucher tous les mois, mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur de votre produit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous des sociétés réglementées, donc il y a une information qui est assez abondante sur qu'est-ce que vous avez dans votre SCPI. Nous avons des bulletins trimestriels, nous avons un rapport annuel, et vous avez un certain nombre d'informations qui me semblent aussi importants, voire quasiment plus que le Et alors, lesquels? Si je reprends votre analogie avec les actions, si on ne regarde pas le dividende, on regarde quoi? La valorisation? Donc on regarde la valorisation du parc immobilier de sa SCPI, alors, par exemple? On peut regarder la valorisation, mais je pense qu'on parlait du financement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question totalement cruciale, et c'est aussi la même chose sur les entreprises dans lesquelles vous investissez. C'est quel est le niveau de levier de votre SCPI? Comment sont structurés les financements? Est-ce que c'est des financements in fine, où là, vous pouvez avoir des surprises au moment où vous allez refinancer votre financement in fine? Est-ce que vous avez encore des dettes? Peut-être un petit mot sur ce que c'est qu'un financement in fine, pour ceux qui ne savent pas. Oui, alors soit vous financez comme vous le faites quand vous achetez un appartement à Paris, avec une dette amortissable, ou en France, et là, vous avez une annuité constante sur 20 ans, 25 ans. Bien sûr. Soit, en fait, vous vous endettez 100, mettons, vous avez un taux d'intérêt à 2%, et pendant 10 ans, vous ne remboursez que les 2%. Et à la fin, il faut rembourser l'intégralité. Il faut rembourser les 100. Donc, et comment on fait? On vend l'immeuble dans ces cas-là? Soit on vend l'immeuble, et donc là, vous êtes vendeur un peu forcé, soit vous allez revoir votre banquier, vous lui dites, tiens, j'aimerais bien recommencer une dette in fine. Mais le banquier va vous dire, oui, mais ça c'était à 2%, c'était avant, maintenant c'est 4%. Et donc là, ça vous double votre coût de financement, et donc ça peut être un petit sujet. D'accord, donc vraiment regarder le levier ou l'endettement d'une entreprise et même la façon dont elle s'endette. Exactement. Je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour ça qu'en fait ces SCPI sont principalement vendus via des conseillers en gestion de patrimoine ou des banques. Et donc si vous en achetez, n'hésitez pas à les solliciter sur ces points. Mais c'est très important, c'est le niveau de levier, la structure d'endettement, et savoir si c'est du taux fixe ou du taux variable. Parce que le taux variable, en général, c'était un peu moins cher, on peut en faire un petit peu. Mais aujourd'hui, l'Euribor est quand même passé, donc qui est souvent la base du calcul du taux variable, d'un taux négatif à 2%. Et donc, oui, ça vous fait un coût de financement qui a énormément augmenté. Donc, premier point, attention à ça. Et puis, attention aussi à la liquidité. N'oublions pas que la pierre papier, ça reste de l'immobilier. Et l'immobilier, ça ne s'achète pas et ça ne se vend pas comme ça, comme des actions en bourse. Donc, d'où l'importance d'avoir des actifs très dispersés, donc d'avoir une granularité dans les actifs. Je prends un exemple, notre Immorente, la plus grosse SCPI chez Sofidy, a plus de 2000 actifs. Voilà. Et alors, c'est quoi j'ai envie de dire un montant d'actifs minimum pour être sûr d'avoir une diversification suffisante pour un épargnant particulier? Écoutez, mettons, je prends un ordre de grandeur, si vous avez 200 actifs à peu près répartis, ça veut dire qu'un actif représente 0,5% de votre SCPI. Bon, là, il y en a 2000. Évidemment, ils n'ont pas tous la même taille, donc ça dépend. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est que vos 100 premiers actifs ne représentent pas 50%. Représente, on va dire, moins de 50% de votre SCPI. Et surtout, comme c'est des petits actifs, vous avez plus d'acheteurs que si c'est des gros actifs, où là, c'est plus difficile de les vendre. Et on finira là-dessus. Donc, si je comprends bien, diversification et surtout structure d'endettement et structure de levier d'une SCPI. Donc, ça nécessite de se poser un petit peu dessus, mais ça peut donner un certain nombre d'informations sur la solidité de celle-ci. Merci beaucoup, Guillaume Arnaud. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Sofidy. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous revenons sur la réforme du courtage. La réforme du courtage qui est entrée en vigueur le 1er avril 2022 mais qui est actuellement bloquée. Nous revenons sur les différentes étapes de ce blocage et surtout sur les raisons de ce blocage en plateau avec Philippe Loiselet, le président de l'ANCDGP. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Nicolas, merci de votre invitation. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va échanger un petit peu sur le sujet de ce blocage de la réforme du courtage puisque vous en êtes à l'origine. Je pense qu'on peut le dire ainsi. L'ANCDGP a déposé un recours devant le Conseil d'État en juin dernier. Ce Conseil d'État qui a analysé vos arguments sur lesquels vous allez revenir dans un instant et qui les a considérés comme suffisamment sérieux pour saisir le Conseil constitutionnel sur le sujet, sur une question prioritaire de constitutionnalité. Question prioritaire de constitutionnalité qui sera d'ailleurs examinée demain mardi en séance publique et ça devrait permettre au Conseil constitutionnel de statuer. Alors on ne sait pas exactement quand, mais dans les jours à venir. Expliquez-nous à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit épargnants ou professionnels du secteur, pourquoi avoir saisi le Conseil d'État en juin dernier, j'ai envie de dire, au moment où tout était en place pour que cette réforme vive telle qu'elle avait été envisagée. Alors, toute la difficulté du texte, c'est que le texte au départ avait été présenté dans la loi Pacte comme un cavalier législatif. Donc, il s'est déjà fait retoquer sur la forme. Et quand on avait découvert le texte, on avait soulevé un certain nombre d'incohérences par rapport entre les objectifs et ce que prévoyait le texte, qui nous met en place des dispositifs qui ne sont pas conformes aux motivations du texte. D'accord. Les motivations du texte, c'est ce qui justifie le texte, c'est ce qui fait que le législateur a décidé de légiférer. Le législateur avait mis plusieurs points dans son texte, ils ont repris in extenso en le représentant sous forme de proposition de loi. Encadrer les libres prestations de services, ce sont les courtiers qui interviennent de droit étranger en France, mais qui ne respectent pas la réglementation. Et on a eu plusieurs gros scandales sur les assurances RC décennales notamment, où là, on a des assureurs défaillants, avec plusieurs milliers d'artisans qui sont en l'air. D'accord. Donc là, ça pose une difficulté, et le Parlement s'en est saisi, et c'était une des grosses motivations. La deuxième, c'était la protection de l'épargnant par une uniformisation, et là, on est dans le volet de la directive européenne qui prévoit qu'il y ait une uniformisation de toute la réglementation appliquée à tous les intermédiaires. Le but étant que l'épargnant sache tout de suite sur théoriquement un site unique, c'était le site de l'Orias, de savoir à qui il a affaire, est-ce qu'il a affaire à un agent qui est mandaté par une compagnie, donc qui est plus ou moins en rapport exclusif, ou s'il a affaire à un indépendant, avec le problème de la notion d'indépendance, ou un courtier qui va pouvoir faire appel à différentes compagnies du marché. C'était les deux grands axes. Sachant que, effectivement, c'était, pour résumer pour ceux qui nous écoutent, ou peut-être que c'est caricatural, vous allez me dire, mais c'est que l'idée d'avoir saisi le Conseil d'État, c'était de dire tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, puisque la réforme du courtage implique donc qu'il y ait des associations agréées auxquelles devront obligatoirement devenir membres un certain nombre de courtiers pour exercer leur activité, c'est ça. Et ce que vous disiez, c'est attention, ça ne concerne pas tous ceux qui font du courtage, ça ne concerne pas les agents généraux, ça ne concerne pas donc ce que vous appeliez en libre prestation de services et notamment donc les courtiers étrangers, mais en revanche ça concerne les courtiers enregistrés à l'Orias sur le sol français. Et c'est là où vous disiez il n'y a pas une bonne concurrence ou une concurrence saine entre les deux, c'est ça? Alors il y a une rupture d'équilibre en effet. La réglementation doit être la même pour toutes les personnes qui exercent la même activité. Je vous l'ai rappelé juste avant, la motivation de la loi était d'uniformiser, conformément à la directive européenne, l'ensemble des textes applicables à tous les intermédiaires. Par lobbying, les agents généraux, par exemple, qui étaient bien prévus dans le texte, ont obtenu d'être exclus du dispositif. Mais par lobbying, la version numéro 1 du texte les intégrait bien. Grand bien leur en face, ils ont obtenu ça, mais ils sont exfiltrés du texte. C'est quand même à peu près 5000 agents qui exercent l'activité de courtier qui ne se verront pas appliquer la réglementation. D'accord. Déjà, il y a une discrimination. On a à peu près 5 ou 6 000 intervenants européens qui interviennent sur le sol français, alors que c'était la motivation de la loi, ils en sont exclus. Bercy a eu peur de passer, de dire que ce n'était pas conforme, donc ils n'ont pas voulu y aller. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un texte qui prévoit une obligation d'adhésion à une association agréée. Alors après, je ne sais pas si vous avez souvenir de vos cours de droit, mais une association de 1901, théoriquement, c'est une liberté d'association. Et là, on commence par un texte où on vous dit obligation d'adhérer à une association agréée par une autorité non indépendante. Enfin, à ce moment-là, soit on fait une autorité, soit on met une association, ça va pas pouvoir aller. La liberté d'association n'est pas respectée. Donc ce que vous critiquez, c'est le fait qu'il y ait une obligation d'adhésion à une association, c'est ça? Oui, c'est d'autant plus critiquable que l'article 12 de la directive interdit de confier à des associations professionnelles tout ou partie de la mission de contrôle. Donc on a un texte, le seul en Europe, il y a 27 textes européens qui ont appliqué la directive, et bien nous on fait un dispositif qui est totalement curieux, atypique,
Et on sait qu'on va se prendre, à terme, on va se prendre une condamnation au niveau européen. Donc nous, on a alerté, on a dit en plus qu'on a des motivations par rapport à la loi, on a une loi qui a été complètement déshabillée et qui surtout va être le contraire de ses motivations. Donc nous, on l'a contesté pendant tout le débat parlementaire. On a essayé d'obtenir que les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel. L'approche des élections n'était pas possible. Le calendrier est simple, il faut attendre un décret. Dès qu'il y a le décret, vous déposez votre recours gracieux. Le Premier ministre répond pas. Recours contentieux et on y est là. Donc là, maintenant, on est devant le Conseil constitutionnel avec une question prioritaire de constitutionnalité. Donc comment est-ce qu'on passe de ce sujet j'ai envie de dire, de concurrence loyale ou déloyale, ou en tout cas d'encadrement différent entre différentes typologies d'activités mais qui proposent le même service, à une question prioritaire de constitutionnalité, Philippe Loiselet? Alors, tous nos textes en France doivent être conformes à la Constitution. On a introduit un dispositif qui permet de vérifier cette conformité. Alors, ça ne se fait pas comme ça à première demande. C'est-à-dire que vous déposez auprès de la juridiction dans laquelle vous êtes, le Conseil d'État ou la Cour de cassation, vous expliquez vos doutes sur la conformité du texte. Il y a un filtre. Au Conseil d'État, il y a 66% des demandes qui sont rejetées. Et sur ce qui reste, il y en a à peu près les 2/3 qui sont retenus partiellement. Nous, on voulait s'arrêter que là. On voulait aller que là, en fait. On espérait que le Trésor allait nous conforter, nous sécuriser le dispositif. Et la surprise, c'est que le 7 juillet, il n'y avait pas d'argument. Donc, pas d'argument sur des questions. L'effet immédiat, c'est que toutes les questions seront envoyées au Conseil constitutionnel. Donc, il y a la rupture de la liberté d'association, il y a l'entrave à la liberté d'entreprendre, d'exercer, puisque de fait, on a des régimes différents, la non-conformité au texte européen. Donc, l'ensemble de nos questions sont posées au Conseil constitutionnel. Je pense que le Trésor a pris un énorme risque de confier au Conseil constitutionnel la réponse, puisque... le Trésor qui estime d'ailleurs être assez confiant sur la constitutionnalité de la loi, c'est ce qu'il l'a fait savoir. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Si le Trésor venait à reconnaître maintenant avoir forcé un texte sans étude d'impact au Parlement et avoir tort maintenant et se rendre compte de tort, il engagerait sa responsabilité et les associations seraient légitimes à demander remboursement de tous les frais qu'ils ont dû entamer. Vous l'avez dit en tout début, le paradoxe, c'est qu'on a mis le texte applicable depuis le 1er avril, donc les associations professionnelles ne pouvaient pas ne pas y aller. Elles ont dû commencer à dépenser de l'argent, alors que le gros des effectifs, ça va être le renouvellement du stock qui va avoir lieu au mois de février. Et là, on se trouve à avoir dépensé beaucoup d'argent sur un texte qui était fragile juridiquement, qui se révèle extrêmement fragile. Toutes les questions n'ont aucune réponse à cette heure. Mais alors, justement, on peut vous poser la même question dans le sens où, effectivement, donc cette réforme du courtage, elle était d'abord voulue par la loi Pacte. Donc, du coup, ça n'a pas abouti la première fois. Elle a été remise sur le devant de la scène. Les associations agréées aujourd'hui en parlent depuis un an. Pourquoi ce timing-là, plutôt que de soulever le sujet peut-être au lancement des travaux? Alors, peut-être que j'ai un mea culpa à faire. On n'est pas arrivé à fédérer les associations en les alertant sur le risque juridique qu'il y avait à embrasser ce texte. Ce n'est pas la première fois qu'elles embrassent un texte avec une fragilité juridique. On nous parle beaucoup des associations CIF comme étant un exemple. Les associations CIF, on nous dit que c'est sécurisé. Force est de reconnaître que la CNCGP a été condamnée lourdement. 2 millions de dommages et intérêts d'euros, plus 120 000 euros d'article 700 pour avoir exclu un membre qui a obtenu sa réintégration. Et la Cour d'appel de Paris a constaté que ce n'était pas une autorité indépendante pouvant entraver l'exercice professionnel. Ils ont été condamnés, obligés de le réintégrer. Donc on a un dispositif où on nous annonce un exemple de sécurisé qui ne l'est pas. C'est vrai qu'il l'était jusqu'à l'heure il y a 19 ans, mais aujourd'hui il ne l'est pas. Et pour répondre à votre question, pourquoi maintenant? C'est pas pour embêter le monde, c'est que c'est la seule fenêtre de tir que l'on avait. Les parlementaires n'ont pas voulu saisir le Conseil constitutionnel, il a fallu 60 députés, 60 sénateurs. L'approche des élections faisait que donc on s'est retrouvé aujourd'hui avec une seule fenêtre de tir, le décret, la période pour le recours gracieux, parce que je trouvais que c'était normal de proposer au Premier ministre de corriger sa copie en développant nos arguments. Il n'a pas voulu, on passe au recours contentieux. Je vous rappelle que le Conseil d'État avait dit qu'il statuerait pour le 31 août. Et devant l'absence de réponse du Trésor, sa décision est tombée le 25 juillet. Il y a donc une audience publique demain. Alors, effectivement, il y a des arguments juridiques. Quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, on entend également d'autres types d'arguments. Des arguments qui disent que la CPR ne peut pas aujourd'hui contrôler tous les indépendants et donc du coup, qu'il y a besoin du concours d'associations pour effectuer, ou en tout cas pour accompagner, parce qu'on ne parle pas de contrôle au niveau des associations, mais d'accompagnement. De surveillance. De surveillance. Les termes sont précis. Non, mais effectivement, surtout sur un sujet comme celui-là. Est-ce qu'il y a un risque de voir cette réforme du courtage abandonnée? Alors, le Conseil constitutionnel peut prendre trois types de décisions. Une annulation pure et simple du texte. Je rappelle que le texte ne comporte qu'un seul article. Donc, s'il considère que tout l'article est mauvais, tout le texte est annulé rétroactivement. Soit il considère qu'il prend son crayon et il efface tout ou partie des articles. On pense notamment aux agents généraux qui ont été rajoutés in extremis. Donc, on pourrait très bien
effacés. Ça ne réglerait pas toutes les questions, mais ça en Ont réglerait été enlevés in extremis plutôt. Enlevés, pardon. Enlevés Enfin, in ils ont été extremis. ajoutés in extremis Dans les exceptions. dans les exceptions. D'accord, Voilà, pardon, vous avez raison. Ils ont été ajoutés aux exceptions et le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel pourrait très bien uniquement dire les agents généraux, vous retombez dedans. Mais les agents généraux, c'est un vrai sujet, puisque du coup, il y a une compagnie d'assurance derrière, généralement, qui peut contrôler. Ouais, mais c'est tout un argumentaire. On nous dit que la compagnie d'assurance surveille l'activité de ses agents généraux. Elle ne le surveille que dans le cadre de son mandat. Et donc dans les activités de délégation de l'agent qui travaille pour le compte de la compagnie, qui est d'ailleurs responsable juridiquement et responsabilité civile professionnelle des agissements de son agent dans le cadre du mandat. Mais on parle des agents généraux qui, hors de mandat, développent une activité de courtage parce qu'ils n'ont pas une solution d'assurance au sein de la gamme du produit offert par leur compagnie partenaire. D'accord, je comprends. Et là, ils sont hors responsabilité civile de la compagnie, hors contrôle de la compagnie, si ce n'est de devoir respecter un quota maximum de chiffre d'affaires placé hors du mandat. Donc là, on se retrouve bien avec des gens qui vont intervenir comme courtiers, avec toutes les obligations qui vont avec, mais ils n'auront pas, eux, à respecter ce cursus réglementaire supplémentaire. Fin de la parenthèse sur les agents généraux. Donc il y a 3 solutions, ou annulation pure et simple de la réforme, ou ce que vous disiez, donc en fait, une réécriture de la réforme, une correction. D'accord. Ça peut arriver. Alors c'est assez rare. Il faut quand même qu'on soit modeste. On n'est que 50 000. Est-ce que le Conseil constitutionnel a envie de faire de la correction ou se contente de dire c'est un texte, c'est mal foutu, je renvoie tout et vous envoyez votre copie? Surtout qu'il y a des solutions pour arriver à la même solution sans repasser par une loi. On n'a pas le temps d'en discuter. Et la troisième solution, c'est une conformité du texte en disant le texte nous apparaît conforme, avec ou sans réserve, qui obligerait à une certaine lecture. Or, aujourd'hui, on sait déjà que la CPR est en train de modifier l'application du texte, puisqu'on a un futur article 513.5 du Code des assurances, qui va permettre aux associations d'émettre des recommandations de pratiques professionnelles. Or, on nous dit que jamais ces associations ne s'intéresseront à nos pratiques professionnelles. Or, si elles émettent des recommandations, elles pourront les sanctionner. Si elles les sanctionnent, on pourra vous radier. Si on vous radie, vous ne pourrez plus exercer. Donc, on a beau nous dire que ce n'est pas de la sanction, moi, une interdiction d'exercer, je pense que c'est l'arme nucléaire en termes de sanctions. Mais il y a quand même une concurrence entre ces associations. Elles sont suffisamment nombreuses pour potentiellement qu'on puisse changer d'association. Alors, oui, sauf que quand vous regardez les statuts des 7 associations, il y en a une qui ne veut que des courtiers, et pas l'intermédiaire d'opérations de banque, qui ne veut que des courtiers qui sont par ailleurs conseils en investissement financier ou conseils en gestion de patrimoine, ce qui exclurait tous les courtiers en IRD. Il y en a d'autres par contre qui vous demandent d'adhérer aussi à une maison mère, une association fêtière. Donc là, on vous oblige par une adhésion obligatoire à adhérer à 2 associations. Il y en a une troisième qui vous demande, qui reprend une partie de la cotisation pour assurer un syndicat. Donc on vous oblige à une syndicalisation obligatoire, ce qui est là aussi totalement normal. Et par contre, quand vous regardez bien, en fonction de votre profil, vous n'aurez plus qu'une ou 2 associations. Et là, il y a une difficulté, c'est que si les 7 associations refusent de vous prendre par rapport à leur statut, parce que c'est quand même un contrat privé, je sais qu'on est un peu long, il n'est pas prévu de dispositif pour obliger l'intégration à un professionnel. Alors, j'enchaîne parce qu'il nous reste quelques secondes et j'aimerais avoir votre réponse sur cette question. Qu'est-ce que vous espérez, vous, suite au recours déposé devant le Conseil d'État, qu'est-ce que vous espérez? Une annulation pure et simple de la réforme, une réécriture de celle-ci? Le demande principal, c'est une sécurisation du dispositif qui, à notre avis, n'est pas du tout sécurisé et on prend d'énormes risques. Les associations prennent énormément de risques. Elles ont décidé de les assumer plus tard. On pense qu'il faut purger le problème en amont. Idéalement, plus j'ai travaillé sur le texte, plus je pense qu'il est annulable. Il doit être annulé, puisqu'il est vraiment parti de travers. On n'a pas répondu aux motivations du texte, qui sont, je vous le rappelle, la protection de l'épargnant, le contrôle des intervenants étrangers en termes de sécurisation des couvertures d'assurance, mais aussi une information uniforme pour tous les intermédiaires. Et aujourd'hui, on a créé, non pas un site, on en a créé 7, et qui ne couvrent pas tout le spectre des intermédiaires. Merci beaucoup Philippe Loiselet. Je rappelle que vous êtes président de l'ANCDGP, l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine. Vous êtes venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous. Et merci à vous. On se retrouve demain à 13h sur Bismart.